Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour Lionel Zinsou. C'est le verdict de la justice béninoise à l'endroit de cet opposant arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2016. Au moins 21 jeunes auraient été assassinés en 2018 par la police kenyane. C'est ce que révèle un rapport de Human Rights Watch. La Chine prendra des mesures de représailles contre Washington si les menaces de Donald Trump sont mises à exécution. Le président américain promet d'instaurer à partir du 1er septembre des tarifs douaniers de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par le Bénin où Lionel Zinsou, arrivé second à la dernière élection présidentielle, a été condamné ce vendredi à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'inéligibilité pour usage de faux documents lors de la campagne électorale de 2016. L'ancien Premier ministre Zinsou, qui vit en France, n'a pas assisté aux audiences de son procès à Cotonou en cours depuis près de 2 mois. Il était accusé d'avoir masqué ses dépassements de compte pendant la campagne électorale en utilisant de fausses attestations et des certificats falsifiés. De nombreux observateurs locaux et internationaux dénoncent régulièrement ce qu'ils appellent le tournant autoritaire du président Talon, élu en avril 2016 dans un pays réputé être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. La plupart des opposants à M. Talon vivent désormais en exil, soit déjà condamnés en leur absence ou craignant des mesures judiciaires à leur encontre s'ils reviennent au Bénin. Que pensent les Béninois de cette décision, suivant ces réactions recueillies à Cotonou par Rodrigue Azingnombe? Ça m'a fait sourire dans le sens que je me demande ce que nous voulons au Bénin, au juste. Dans le sens qu'on condamne quelqu'un à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, mais on a le courage quand même de le condamner à 5 ans d'inéligibilité. Les deux choses sont un peu des choses contradictoires. Quel que soit ce qu'on va dire, la Chambre, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui constate. Le procureur de la République est au bas niveau de l'organisation judiciaire. Pratiquement, il est lié par l'appréciation objective du dépassement du plafond exigé par la loi, puisque la Chambre des comptes l'a déjà fait. Il ne peut que constater l'existence ou la constitution de l'infraction et prendre ses réquisitions, quitte à ce que le tribunal statue. Et j'ai l'impression que la justice, qui devrait être au service du peuple, est contre le peuple. Parce que ceux-là qui peuvent faire quelque chose dans le pays, soit on les contraint en exil, soit ils sont en prison, ou bien on les empêche d'être candidats pour n'importe quelle élection. Ça, ce n'est pas normal. Est-ce qu'en 2016, c'est lui seul qui a été candidat? Pourquoi on n'a pas vérifié le compte de ceux-là aussi qui ont été candidats? Pourquoi c'est lui? Parce qu'on sait que lui, il draine une popularité. Il faut l'empêcher d'être candidat d'ici à là. Ce n'est pas normal. Au Soudan, les généraux au pouvoir ont annoncé l'arrestation de 9 membres des puissantes et redoutées forces de soutien rapide pour la mort de jeunes manifestants tués par balle, parallèlement à la poursuite de négociations avec la contestation sur un accord de transition. Cette annonce a été faite alors que 4 manifestants ont été tués jeudi à Omdurman, ville voisine de la capitale soudanaise, lors de rassemblements organisés à travers le pays à l'appel du mouvement de contestation pour dénoncer la mort de 4 lycéens lundi dans la ville d'Al-Obeid. Les Algériens ont appelé ce vendredi et pour la première fois à la désobéissance civile après le refus par l'armée des mesures d'apaisement demandées et le maintien d'un très fort déploiement policier.
Il s'agissait du 24e vendredi consécutif de mobilisation. La désobéissance massive, la désobéissance civile arrive. C'est le nouveau slogan qui est d'ailleurs apparu ce jour, scandé à l'envi par les manifestants qui ont défilé dans le calme dans le centre d'Alger en présence de nombreux policiers. Les participants rejettent toujours le processus de discussion proposé par le président par intérim Abdelkader Ben Salah pour tenter de sortir l'Algérie de l'impasse politique et constitutionnelle dans laquelle elle est plongée. Selon un rapport de Human Rights Watch, la police kenyane aurait assassiné au moins 21 jeunes dans les quartiers défavorisés de Nairobi au cours de l'année 2018. Le document stipule que les preuves des 21 meurtres existent, mais la police n'a pas souhaité faire des commentaires sur le sujet. Suivant ce reportage de Sarah Kimani, le récit est de Blanche Sano. Cette mère de famille est en train de regarder des photos de son fils Kevin qui a été tué par la police. Il était environ 8 heures du matin. Mon plus jeune fils est entré dans la maison et m'a dit « Maman, tu es assise ici et mon frère a été tué ». Lorsque Wamburu s'est rendue au poste de police, elle a appris que son fils avait été tué pour avoir volé un téléphone portable. Chose qu'elle réfute car, selon elle, son fils n'était pas un criminel et aucune raison ne pourrait justifier la façon dont il a été abattu. Plus tard, quand je suis allée à la morgue, j'ai découvert que mon fils avait été tué comme un animal. Il avait 7 blessures par balle. Wamburu témoigne que ses efforts pour obtenir justice ont été vains. Au centre de justice sociale de Mataré, Kennedy a réussi à prouver certains meurtres commis dans des quartiers défavorisés. L'âge est compris entre 13 et 27 ans, c'est-à-dire l'âge de ces jeunes hommes qui sont exécutés dans les quartiers pauvres. Et ils disent qu'ils combattent le crime. La police n'a pas voulu faire de commentaires malgré la demande formulée par VOA, mais selon le rapport de Human Rights Watch, elle nie toute implication de ses officiers dans ces crimes. Quant à Fédizia Wamburu ainsi que beaucoup de mères qui ont perdu leur fils aux mains de la police, tout espoir d'obtenir justice un jour est en train de disparaître. Il y a un an, le 1er août 2018, des soldats zimbabwéens ont ouvert le feu sur des manifestants qui protestaient contre la publication tardive des résultats des élections. Une douzaine de personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres blessées. Certaines de ces victimes sont toujours souffrantes et n'ont pas pu reprendre leurs activités normales. Columbus Mavunga, le correspondant de la VOA à Harare, a pu rencontrer ces blessés dont certains n'ont même pas été en mesure d'assister à l'anniversaire de la fusillade organisée par l'opposition. Le récit est de Claire Morin-Gibourg. Âgé d'une trentaine d'années, Lovdem Munezi a été blessé dans la manifestation du 1er août 2018. Il fait partie des personnes qui n'ont pas pu assister à la commémoration de cet événement. Depuis la fusillade, il a du mal à marcher et ne peut plus travailler en tant que professeur de collège. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune aide médicale du gouvernement pour soigner mes blessures. Les médecins ont déclaré qu'il lui fallait au moins 15 000 $ pour bénéficier d'une opération en Afrique du Sud ou en Inde pour retirer la balle sans lui endommager les nerfs. Une telle intervention chirurgicale n'est pas réalisable au Zimbabwe, affirme Lovdem Munezi. L'indemnisation et la couverture des factures médicales des blessés ont été recommandées par une commission nommée par le gouvernement. Et l'opposition insiste, si le gouvernement ne le fait pas, cela signifie qu'Harare ne prend pas la question des droits de l'homme au sérieux. De toute évidence, les familles ont besoin d'être indemnisées et cela doit être fait publiquement. Nous devons prendre en compte leur bien-être et les répercussions sociales que cela a pu causer. Mais nous avons surtout besoin que l'État garantisse la sécurité et que la police et l'armée soient impliquées dans le discours politique de ce pays. Le ministre zimbabwéen de la Justice, Ziyambi Ziyambi, a déclaré hier que l'économie en faillite de son pays empêchait le gouvernement d'honorer ses engagements. Par exemple, le règlement des factures médicales des victimes comme Munezi.
L'enquête concernant la fusillade est au point mort. Aucun membre des forces de sécurité n'est poursuivi à ce jour. Les États-Unis et la Russie ont mis un terme ce vendredi au traité de désarmement sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Les deux parties s'accusant mutuellement d'être responsables de la mort de ce texte bilatéral emblématique conclu pendant la guerre froide. La sortie de Washington de l'accord a été annoncée par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Washington a commis une grave erreur à fustiger la diplomatie russe, accusant les autorités américaines d'avoir créé une crise pratiquement insurmontable autour de ce traité stratégique. Moscou a toutefois proposé un moratoire sur le déploiement d'armes de portée intermédiaire. De guerre, on en parle, mais commerciale cette fois, avec la Chine qui a rapidement répliqué aux propos de Donald Trump qui a relancé ses menaces contre Pékin avec une annonce sur l'extension de droits de douane à toutes les importations. La Chine menace donc de prendre des mesures de représailles contre Washington qui a mis fin à une trêve entre les deux géants. Le gouvernement chinois a averti qu'il n'aurait d'autre choix que de prendre des mesures de représailles si Donald Trump met sa menace à exécution. Les précisions avec Irénée Herman-Ombo. Les États-Unis accusent la Chine de traîner les pas dans l'espoir d'obtenir un accord plus favorable. Même avant la réunion de Shanghai qui s'est terminée sans un deal, le président américain Donald Trump avait averti Pékin qu'il pourrait imposer des conditions commerciales plus sévères à la Chine si les négociations n'aboutissent pas à une conclusion avant l'élection présidentielle américaine de 2020. Ils voudraient juste me voir perdre. Pékin n'entend cependant pas céder à la pression de Washington. Il ne sert à rien de demander aux autres de prendre des médicaments quand on est soi-même malade. En ce qui concerne les négociations commerciales, nous pensons que les États-Unis devraient faire preuve de plus de sincérité et de bonne foi. Washington veut infliger à compter du 1er septembre des droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnés. L'annonce a fait l'effet d'une bombe sur les marchés. Les places européennes dévissaient vendredi matin, tandis que le pétrole a terminé en recul de près de 8% jeudi à New York. La réaction des marchés asiatiques a été identique. La bourse de Tokyo a perdu vendredi plus de 2% et celle de Shanghai 1,41%. Au Yémen, 19 soldats ont été tués aujourd'hui dans une attaque d'Al-Qaïda contre un camp militaire dans la province méridionale d'Abyan, au lendemain d'attaques contre la police ayant fait 49 morts à Aden. Des membres d'Al-Qaïda sont parvenus à entrer dans le camp militaire d'Al-Mafad, dans le nord de la province, après avoir affronté des soldats et à y rester plusieurs heures avant l'arrivée de renforts de l'armée. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres de cette seconde partie de votre journal. Pas moins de 200 000 mariages d'enfants ont été enregistrés aux États-Unis entre 2000 et 2015. Notre série sur les mariages précoces s'intéresse ce soir au cas de Kathleen, une jeune Américaine du Tennessee. Tombée enceinte, Plus de 45 000 jeunes scouts venus de 150 pays du monde viennent d'avoir 10 jours d'échange ici aux États-Unis. Il était question pour eux de réfléchir sur les clés d'un monde meilleur. Eric Manirakiza leur a rendu visite. Et en sport, nous irons à Dakar où des jeunes filles s'intéressent également au basketball. Esha Sarai est allée à leur rencontre à l'occasion du programme Basketball Without Borders qui vient de prendre fin dans la capitale sénégalaise. Nous poursuivons ce soir notre série sur les mariages précoces, un phénomène qui touche plus de 12 millions de filles chaque année. Dans les pays en développement, une fille sur 5 est mariée de force avant ses 18 ans. Ici aux États-Unis, pas moins de 207 000 mariages d'enfants ont été enregistrés entre 2000 et 2015, selon le Centre national des statistiques sur la santé. Parmi ces mariages, 1000 licences de mariage ont été accordées à des enfants de moins de 15 ans, dont certains âgés de 10 ans à peine. En 2018, le Delaware est devenu le premier État à interdire le mariage des enfants, suivi du New Jersey la même année. Pour autant, les mariages précoces existent toujours. Voyons cela avec le cas de Kathleen Burns, qui vit dans le Tennessee. Kathleen Burns. J'habite à Dyeburg, dans le Tennessee. Je travaille tout le temps. Je prends soin de mon bébé, de mon mari. Je passe aussi du temps avec mes copains. C'est à peu près ça. Eh bien, je l'ai rencontré à peu près quand j'avais 13-14 ans. Il habitait à côté de chez nous. Je passais du temps avec sa famille et ses amis, ou ses sœurs. J'ai probablement eu un petit béguin, vous comprenez? Et il ne pouvait jamais garder une petite amie parce qu'elle n'aimait pas me voir autour de lui. Donc, une chose entraînant une autre, après quelques années, nous nous sommes retrouvés ensemble. Je suis tombée enceinte, mineure. Et c'est un peu ce qui nous a poussés à nous marier afin de lui éviter la prison. Beaucoup de gens le méprisent pour ça. C'est un peu pourquoi il ne voulait pas faire ça au début, vous savez. Mais comme je lui ai dit, je me fiche de ce que tout le monde pense. Je l'aime, tu sais, c'est tout. Je veux dire, tu sais, nous sommes comme n'importe quel autre couple marié. Nous avons eu nos problèmes, nous sommes séparés, et je suis allée rester un peu avec lui. Nous savons simplement que nous voulons vivre ensemble. Nous voulons être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne pourrais pas vivre sans lui. Ma mère était contre. Elle disait, vous savez, vous n'auriez pas dû le faire, vous en tirez les conséquences. Ma mère et moi, on a eu beaucoup de problèmes, vous savez. Elle est restée à mes côtés malgré tout. J'aime cette femme à en mourir. Honnêtement, avant de me marier, j'étais une enfant, donc il n'y avait pas vraiment de facture. Et cela ne me manque pas vraiment, si ce n'est le fait de grandir et de devenir adulte. Ma vieille, c'est dur, c'est difficile. Mais à part ça, rien ne me manque vraiment, vous savez. C'est ma vie et cela me convient. Zena, ma petite fille, elle est ma fierté et ma joie. Et je ferai tout pour prendre soin d'elle et la protéger. Ma mère me demande toujours si je la laisserais aller avec quelqu'un de plus vieux. Et non, probablement pas. Parce que, vous savez, nous avons eu beaucoup de problèmes. Je veux dire, ça m'a beaucoup fait souffrir, mentalement et physiquement. Et je ne laisserai pas ma fille faire cela. Se marier jeune? Non. Non, ça sera un non. Je sais ce que ces décisions m'ont coûté. Je regrette, vous savez, de ne pas avoir fini l'école. Vous savez, ce sont des choses que vous ne devriez pas faire quand vous êtes un enfant, honnêtement. Je comprends cela maintenant. Mais à l'époque, je ne le savais pas, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Toujours ici aux États-Unis, la Virginie occidentale a abrité pendant 10 jours un jamboree qui a réuni
plus de 45 000 jeunes scouts venant de 150 pays. Échange d'expériences et discussions sur plusieurs thématiques, divertissement, leur quotidien est riche en couleurs et en culture. Le thème choisi pour cette 24e édition, les clés d'un monde meilleur. Eric Manirakiza est allé à leur rencontre dans les montagnes des Appalaches. Échappée belle dans un site naturel renommé de Virginie-Occidentale, le Summit Beecher Family National Scouts. Pour ces jeunes des Comores, le rêve est devenu réalité. C'est un rêve, hein? C'est un rêve qui se réalise. Le rassemblement mondial des scouts de 14 à 18 ans a lieu tous les 4 ans depuis 1920. Je vois les enfants qui ne sont pas du même pays, ils se regroupent tous ensemble pour jouer à côté de notre camp. Et quand je regarde, je dis, ben voilà, c'est ce monde meilleur que nous aspirons tous à avoir. Les Grands Lacs et l'Afrique australe sont également représentés. Tous adorent l'ambiance et l'harmonie. Et la vie scout, c'est vraiment une vie d'engagement pour changer le monde. C'est ma première journée ici. Je vois tout le monde avec joie. C'est vraiment exciting. Savoir se prendre en charge et organiser sa vie, c'est ce que retient ce jeune Sénégalais. J'ai appris, parce que moi j'étais désordonné, mais là on dit de bien tenir ici. J'ai appris beaucoup, j'ai appris comment faire des connaissances, comment parler aux gens, et j'ai appris beaucoup de langues, quoi. Ce jamboree est un monde vivant, libre, sur ce site de Leesburg, en Virginie-Occidentale. Plus de 45 000 scouts se gèrent entre eux. Pas besoin de policiers ni de juges. C'est incroyable, c'est vraiment le village mondial. Et ici, tu as tout ce que tu veux faire. Hein. Tu as des grands événements culturels avec la musique, avec le théâtre, avec la danse. Il y a des choses d'aventure avec le rafting, avec le kayaking, des choses comme ça. Mais il y a aussi le temps, il y a l'espace. Après 10 jours de vie commune dans un monde idéal, ces jeunes vont retourner chez eux avec l'objectif de rendre meilleure leur communauté, perpétuant ainsi la pensée du fondateur des scouts, Baden-Powell. C'est vendredi, donc c'est notre dernière chance d'avoir avec nous Yacouba Ouedraogo pour un coup d'œil sur les nouvelles du sport. Et Yacouba, on commence par la succession de Paul Put en Guinée. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, la succession de Paul Put à la tête du suivi national est ouverte. La Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature dont la clôture est fixée au 12 août. Éliminé en huitième de finale de la CAN par le futur pays vainqueur, l'Algérie, la Guinée n'a pas laissé une seconde chance aux techniciens belges pour le remplacer. Un communiqué de la FEGIFOOT donne l'opportunité aux techniciens locaux et étrangers. Les responsables du foot guinéen disent rechercher un sélectionneur qui a une grande expérience africaine, un bon palmarès en tant qu'entraîneur et une forte personnalité pour imposer une discipline au sein de l'équipe. Le coach retenu aura pour mission de qualifier la Guinée pour la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022. En Afrique du Sud, Stuart Baxter quitte les Bafana Bafana. J'ai le sentiment de ne pas pouvoir continuer à travailler avec professionnalisme et passion, comme j'ai pu le faire avant, a expliqué Baxter, arrivé sur le banc des Bafana Bafana en 2017. Il n'a pas réussi à qualifier l'Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et malgré l'élimination de l'hôte égyptien en huitième de finale, les supporters n'ont pas digéré les résultats de l'équipe terminée en quart de finale de la CAN 2019 face au Nigeria après une seule victoire contre 2 défaites. Baxter est le 9e sélectionneur de la CAN 2019 à quitter son poste depuis le cercle algérien. Une mini-révolution dans l'arbitrage. Stéphanie Frappart fait tomber une nouvelle barrière. À 35 ans, la Française va devenir la première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure le 14 août lors de la finale de la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea à Istanbul. Première femme à être promue en Ligue 1. Après 5 saisons en deuxième division, Stéphanie Frappart a déjà dirigé la finale du Mondial 2019 féminin entre les États-Unis et les Pays-Bas. Elle sera assistée de 2 autres femmes, sa compatriote Manuela Nicolosi et l'Irlandaise Michelle O'Neill. La balle au panier. Pour finir, le programme Basketball Without Borders, soutenu par la NBA, recrute et entraîne des garçons et des filles du continent africain.
Depuis près de 17 ans, les jeunes filles qui participent au programme disent que travailler avec des femmes qui ont évolué dans la Ligue professionnelle féminine des États-Unis les a motivées à en faire leur carrière. De Dakar, le reportage d'Echa Sarah. 40 garçons et 20 filles de 29 pays africains s'entraînent avec des stars de la NBA et de la WNBA dans le cadre de ce programme. L'expérience ici, ça a été très enrichissant pour nous. Ça m'aide beaucoup, ça m'apprend de nouveaux trucs. Ça me donne encore l'enthousiasme, l'envie de continuer, d'aller plus loin, de devenir quelqu'un dans le monde du basketball. Les coachs et les mentors supervisent des séances d'entraînement ainsi que des matchs amicaux. Ils représentent des modèles pour ces jeunes basketteuses. Nous avons parcouru le même chemin qu'eux. Donc le fait que nous sommes ici, qu'on leur parle, qu'on peut répondre aux questions et vraiment, nous l'espérons, leur donnera la confiance dont elles ont besoin pour se rendre compte que si nous l'avons fait, elles peuvent le faire aussi. C'est grâce à elles qu'elles donnent l'envie de jouer au basket en fait. Et c'est par rapport à elles qu'on s'implique, on se dit que non, peut-être un jour moi aussi, je pourrais aller remplacer l'une d'elles, je pourrais jouer avec l'une d'elles. Les organisateurs du programme disent que promouvoir des jeunes joueuses sur le continent est aussi important qu'entraîner les garçons. Notre mission primordiale et l'objectif de NBA Afrique est d'augmenter la participation dans notre sport. Alors on ne peut pas faire ça en ignorant la moitié de la population. Je pense qu'au fil des ans, nous avons noté des progrès énormes dans le jeu féminin. Les femmes coachs disent que grâce au programme comme celui de Basketball Without Borders, l'avenir des femmes dans le monde du basketball sur le continent est prometteur. Ça s'améliore. Je me rappelle que nous étions des pionnières à l'époque. Et les salaires, tous les avantages que les jeunes ont aujourd'hui, c'est incroyable. Donc ça ne peut que s'améliorer. Les 20 filles choisies pour ce programme disent qu'elles rentrent chez elles avec beaucoup d'espoir pour leur carrière. Elles souhaitent partager leurs expériences avec leur communauté et encourager d'autres filles à réaliser leurs rêves. Isha Sarai, VOA Afrique, Dakar. Courage, jeune fille. À vous, je souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Merci Yacouba. Des jeunes filles mordues par le virus du basket. Donc attention, si vous êtes allergique aux serpents et surtout aux cobras, surveillez votre maison pour ne pas être surpris par comme ces villageois et cet expert de la faune. Ils ont attrapé l'animal caché sur l'étagère d'un entrepôt dans un village du nord de l'Inde. C'était hier jeudi. Sur cette vidéo, on aperçoit ce cobra à lunettes sifflant et tentant de se défendre lors de sa capture. Ashi Kripati, spécialiste de la faune, a laissé entendre que le cobra qui a finalement été capturé était gardé dans un sac et serait ensuite relâché dans son habitat naturel. C'est la fin de ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.